Conférence, à nouveau un sujet carbone qui, vous l'avez compris, est une grosse tendance de ce salon de l'agriculture. On va s'intéresser au carbone et on va encore là aussi parler agronomie, on va parler filière, on va parler aussi co-bénéfices liés à ce type de démarche. Moi de mon côté, je m'appelle donc Pierre Compère, je suis directeur du développement des entreprises et je travaille chez Agri Sud-Ouest Innovation, qui est un pôle de compétitivité, partenaire de la Ferme Digitale qui nous accueille aujourd'hui. Et notre pôle de compétitivité est une association reconnue par l'État et les régions comme un moteur de l'écosystème d'innovation. Notre vocation, c'est écrit, c'est de faire pousser l'innovation dans les territoires pour nourrir la valeur des agrochènes. Pour ce faire, on constitue un réseau constitué d'entreprises, de centres de recherche, d'universités, de collectivités et d'associations professionnelles. Et notre métier, c'est de faire travailler ensemble tout ce petit monde et de les accompagner dans le montage de projets, l'accès à faciliter à des financements publics ou privés. Et moi, je suis en charge d'accompagnement stratégique sur des questions de marketing, de business développement et de relations investisseurs. On est ancré en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, on s'appelle Agri Sud-Ouest Innovation, et on rayonne bien à l'échelle nationale et européenne au travers de nos partenaires. Voilà, quelques exemples d'adhérents. Vous prenez la diversité des acteurs qui composent notre écosystème, qui est composé de plus de 420 structures. Et 4 volets de services que je ne vais pas détailler, réseau, compétences, projet, croissance, tout ça pour faire avancer, je vous le disais, nos adhérents sur le chemin de l'innovation. Je vais donner la parole tout de suite à François Thirard, qui est fondateur de My Easy Farm. François, tu peux me rejoindre sur scène, sous vos applaudissements nourris. Merci pour lui. Attendez que je parle devant. François, tu es l'organisateur de cette table ronde. Tu vas nous parler en 2 mots de démarche carbone et d'une plateforme que tu as développée qui s'appelle My Easy Carbone, mais plus largement, ta société s'appelle My Easy Farm et elle permet de faciliter le déploiement d'une agriculture de précision. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Donc, je suis fondateur de My Easy Farm. My Easy Farm en français, ça dit ma ferme facile. Ma ferme facile. Donc, c'est vraiment le sujet. Donc, c'est une société que j'ai fondée il y a 6 ans maintenant de ça, pour aider les agriculteurs et l'ensemble de la chaîne, de la supply chain agricole, à travailler sur une agriculture plus durable. Et on a commencé à l'origine par les sujets d'agriculture de précision. Agriculture de précision, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité de mettre la bonne dose au bon endroit, notamment. Et donc on a développé une plateforme qui permet d'agréger l'ensemble des données numériques en agriculture, utilisables en agriculture numérique, que ce soit des données satellites, des données météo, des données du sol, avec un focus particulier sur l'échange de données avec les matériels agricoles. On est depuis l'origine certifié ISOBUS, on échange avec tous les fabricants de matériel agricole. Et il y a 2 ans de ça, on s'est plus particulièrement lancé sur le sujet du carbone, parce que notre analyse à l'origine, c'est de dire ces données couplées avec des calculateurs carbone permettraient tout à fait de faire le diagnostic d'une exploitation agricole, en grande culture principalement, de simuler les changements de pratique, et puis surtout donc, de faire le monitoring, c'est-à-dire le suivi annuel des changements de pratique de l'agriculteur pour générer des crédits carbone. Donc on a commencé dès l'origine sur le label bas carbone grande culture, qui, comme vous le savez, était lancé par le ministère de la Transition écologique il y a un petit moment. Et donc on a été la première plateforme certifiée sur le label bas carbone grande culture par Bureau Veritas. Ça fait pratiquement 1 an de ça. On va revenir sur qu'est-ce que c'est que ce label bas carbone et comment se déploient concrètement des démarches, des projets certifiés label bas carbone. Pourquoi cette certification? Ça, on va revenir là-dessus. On avance directement sur quelques chiffres. Quelques chiffres. Donc, on a 2 outils. On a l'outil My Easy Carbone, qui est un outil qui est certifié, mais il y a également un outil de diagnostic carbone simplifié. On en parlait tout à l'heure avec Reden, qui est un outil qui permet en une quinzaine de minutes de faire un diagnostic carbone simplifié en grande culture. Et donc il a été utilisé déjà par différentes coopératives. Là on cite 1500, il y en a plus que ça en fait aujourd'hui. Il y a plusieurs milliers d'agriculteurs qui ont utilisé l'outil pour faire un diagnostic carbone simplifié. Si vous voulez, à la fin de la conférence, on en fait sur notre stand, vous pourrez voir comment ça fonctionne. On travaille aujourd'hui avec plus de 200 fermes pour générer des crédits carbone. Et à la fin de l'année 2022, on était à peu près à 150 000 tonnes équivalent CO2 économisées par les agriculteurs qui travaillent avec nos solutions.
Donc voilà, une solution de monitoring, de reporting et de vérification des émissions séquestrées ou évitées, avec une première approche simplifiée et une approche d'ailleurs un peu plus complète qui, elle, est labellisée bas carbone. On va revenir là-dessus. Je vais proposer maintenant à Luc Bailly de nous rejoindre. Luc, tu es cofondateur de la société Resoil. Là aussi, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus sur Resoil qui accompagne, qui impulse des groupes d'agriculteurs dans leur changement de pratique, en tout cas dans leur introduction dans des démarches bas carbone? Oui, tout à fait. Donc pour rebondir le micro sur ton menton. Pour rebondir un peu sur le point de François, nous on s'inscrit en utilisant le logiciel Maïs Carbone sur la partie du coup diagnostic complet. Donc Resoil, c'est une société qui a été créée par 3 associés en 2022, avec d'une part le but de faire le lien entre les agriculteurs français et les entreprises qui souhaitent financer la transition agricole en France, et d'autre part la volonté de se poser comme un acteur pour aider à la stratégie climatique des entreprises agroalimentaires en les aidant à réduire les émissions chez les fournisseurs de matières premières agricoles, ce qu'on appelle en gros le scope 3. Donc en 2 mots, tes clients, c'est principalement des acteurs, on va dire, en aval de la chaîne par exemple, ou d'autres entreprises, d'autres secteurs qui cherchent à acheter des crédits carbone pour décarboner plus largement, ou compenser, ou contribuer, on va dire, à l'effort climatique. Et tu fais le lien avec des projets agricoles qui s'engagent dans des démarches bas carbone. Tout à fait. On fait un lien direct en allant rencontrer les agriculteurs et ensuite en allant discuter et travailler avec les entreprises de ce secteur. Et tu interviens à l'échelle de toute la France? Pour l'instant dans 5 régions, mais le but à terme c'est de se développer dans toute la France, toujours dans le cadre du label bas carbone. Parfait, merci beaucoup, assieds-toi, je t'en prie. Et je vais proposer maintenant à Guillaume Gasque, vous pouvez là aussi l'applaudir et l'encourager, merci pour lui. Guillaume, tu es responsable d'innovation chez Eureden, un groupe agroalimentaire coopératif breton. Là aussi, quelques chiffres clés, quelques éléments de description de tes activités. Oui, donc effectivement, le groupe Eureden a pour ambition de promouvoir le bien manger pour tous. C'est un groupe coopératif qui est fort aujourd'hui de 18 500 agriculteurs et agricultrices qui sont adhérentes en Bretagne et 8 500 collaborateurs qui travaillent dans différents métiers, de la production, la transformation et la distribution. Donc les personnes que vous pouvez voir à l'écran représentent finalement tous les métiers du groupe, que ce soit au niveau agricole et agroalimentaire et distribution verte, donc un réseau de magasins, jardinerie, animalerie. Donc une cinquantaine de sites de production, un certain nombre de magasins, près de 200 magasins sur la région Grand Ouest, et un groupe qui fait aujourd'hui près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Avec des marques bien connues? Alors il y en a certaines qui sont bien connues du grand public, Dossi, Paysans Bretons, et après on a des marques qui sont plutôt orientées professionnelles, notamment dans la restauration hors domicile, avec des marques comme Cocotine dans les ovoproduits et Wagner dans les produits charcuterie salaison. Donc voilà, et depuis peu en fait, donc c'était des marques plutôt orientées, donc voilà, grande distribution, restauration hors domicile, et depuis 3 ans on se lance aussi dans le développement des circuits courts avec une enseigne, une marque Le Récolteur, qui promeut en fait les circuits courts de nos adhérents, donc la valorisation produits de la ferme dans nos magasins, jardinerie animalière. Ce qui est intéressant avec toi, on va le voir, tu peux t'asseoir, je t'en prie, c'est de comprendre en quoi un groupe agroalimentaire qui se trouve être à cheval sur l'agriculture aussi, parce que vous êtes un groupe coopératif, donc directement engagé sur l'amont. En quoi et comment vous allez pouvoir concrètement engager des démarches bas carbone, et pourquoi c'est pour vous, industriels, intéressant. D'ailleurs, on va commencer par cette question-là. Pourquoi vous vous engagez, vous, du point de vue d'un groupe industriel, dans des démarches de ce type-là? Alors il y a plusieurs raisons, il y a des raisons internes. En fait on est présent, c'est la dernière diapo et tu peux la mettre à la limite sur voilà, un territoire qui est assez large. Donc on a une implantation bretonne, des racines bretonnes, et on a aussi une présence en France et à l'international. Et en fait, donc le groupe se structure, et dans cette structuration, on a une politique RSE qui a mis en avant, notamment dans ces domaines d'action, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone comme un axe fort. Donc on a réalisé notre bilan carbone sur l'ensemble des activités du groupe, sur l'ensemble des pays concernés, et évidemment on a vu que la majorité des émissions étaient liées au scope 3, donc celui qui concerne les matières premières achetées, qu'ensuite on transforme dans nos outils agro-industriels. Ça c'est une des premières raisons, en fait c'est cette politique RSE groupe. La deuxième raison, c'est les attentes de nos clients consommateurs finaux et clients acheteurs intermédiaires. Donc,
la grande distribution, et ça commence aussi sur la restauration hors domicile. Des gens comme Sodexo, Copas, Elior commencent à avoir dans leurs appels d'offres des enjeux autour du carbone. Et la troisième raison, c'est d'accompagner finalement nos adhérents dans une agriculture plus durable. On peut l'appeler agroécologie, l'agriculture régénératrice, mais en tout cas voilà, qui prend en compte cet enjeu du carbone. Et donc un accompagnement au quotidien des agriculteurs dans les filières et demain dans les marchés volontaires. Juste une question, est-ce que c'est qu'un enjeu marketing, RSE, com, ou est-ce que de plus en plus le sujet s'exprime aussi en termes de résilience et de sécurisation du sourcing, de l'approvisionnement des industriels? Est-ce que je vais un peu trop lent en disant ça? Ou est-ce que l'enjeu, la pression liée de l'adaptation au changement climatique devient assez forte pour que ça devienne un enjeu véritablement, on va dire, opérationnel quasiment, et non pas que marketing ou RSE, entre guillemets? Oui, alors il y a deux enjeux effectivement. Il y a l'enjeu de la réduction des émissions, voilà, qui concerne l'ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire. Et ensuite, il y a aussi cet enjeu d'adaptation au changement climatique qui se retrouve à un moment de toute façon dans l'évolution des pratiques qu'on peut mettre en place chez nos adhérents. Et donc effectivement, les deux vont aller de pair à un moment donné, et on le retrouve aujourd'hui concrètement, alors de manière assez, c'est pas tout à fait direct, mais sur l'énergie, qui concerne finalement le groupe qui est fortement consommateur d'énergie, notamment dans ses usines, ou les agriculteurs sur les engrais azotés. Et donc effectivement, les deux vont aller de pair. Des efforts sur la réduction finalement des émissions liées à un changement de pratique, et ce changement de pratique qui permet de s'adapter à un monde où on aura besoin de limiter les consommations d'énergie, et peut-être demain changer aussi complètement des systèmes. Ça, c'est notre histoire. Donc là, on a compris que ce type de démarche s'inscrivait dans des filières d'approvisionnement de tes clients internes au groupe ou externes. Mais il y a aussi donc finalement ce marché de la contribution volontaire qui est un peu parallèle. On se posera la question de l'articulation entre ces deux approches. Est-ce que Luc, tu peux nous dire si ce marché de la contribution volontaire, c'est-à-dire des entreprises qui cherchent à contribuer de manière volontaire à l'effort climatique, on parlait avant de compensation carbone, est-ce qu'il y a un vrai marché? Est-ce que ta boîte fonctionne? Est-ce que voilà, il y a de plus en plus de clients qui te demandent véritablement de trouver des projets agricoles pour compenser leurs émissions ou venir contribuer à l'effort climatique? Alors, effectivement, on voit qu'il y a un intérêt grandissant sur ce marché de la contribution volontaire en France. Si je prends un exemple, en 2021, sur les projets agricoles, le prix du crédit carbone du label bas carbone, c'était à peu près 35 €, je crois, sur la partie vraiment agricole. Là, les discussions qu'il y avait en 2022, on est plus sur des montants comme 50 €. Et on a des entreprises qui, dans leur rapport annuel, ont déjà fixé un prix du carbone en 2023 aux alentours de 60 €. 60 € ça, c'est le prix carbone final pour l'entreprise, quand l'entreprise achète ce crédit carbone. Donc moi, La Poste, moi, Vinci, j'achète 60 € une tonne de carbone évité agricole. C'est ça. Et donc avec un effet, on va dire, de ruissellement, pour reprendre un terme plus ou moins à la mode, jusqu'à l'agriculteur. Mais du coup, on va peut-être se poser la question de savoir si c'est... On l'a d'ailleurs abordé un tout petit peu dans la table ronde précédente. Est-ce que ça devient une véritable source de rémunération pour les agriculteurs ou plutôt un coup de pouce? Alors, ça peut être, pour moi, là, des discussions que j'ai avec les agriculteurs, ça peut être un coup de pouce pour financer l'achat d'une machine, notamment s'ils sont avec un autre agriculteur qui s'engage aussi dans un projet bas carbone, ça peut financer l'achat d'une machine type de strip-till pour limiter le travail du sol et permettre l'utilisation d'azote. Ça devient intéressant pour certains agriculteurs. Mais ça implique effectivement la mise en place de plusieurs leviers. Ce n'est pas une rémunération à part entière. Est-ce que Guillaume, tu peux justement insister là-dessus en nous donnant quelques ordres de grandeur dans les démarches que vous avez engagées sur... on se rend bien compte, à l'échelle d'un groupe coopératif comme le tien, on parle de quel ordre de grandeur en termes de tonnes d'émissions évitées rendues à l'hectare? Alors la particularité du groupe Eureden, c'est qu'on est sur un territoire d'élevage principalement, donc il y a quand même des cultures, et on est sur un territoire qui a déjà mis en place, je préfère mettre les formes, qui a déjà mis en place en fait un grand nombre d'actions historiquement. On a des rotations longues, on a de la prairie, on a du travail du sol simplifié, on a des couverts d'interculture et on utilise de la matière organique pour fertiliser les cultures. Donc en fait on a déjà un certain nombre de leviers qui historiquement étaient mis en place, et aujourd'hui c'est vrai que c'est, en tout cas en grande culture, c'est pas forcément ce qu'on a pu entendre un 13e mois pour l'agriculteur ou etc. C'est plutôt effectivement un coup de pouce pour amener voilà, une
espèce de starter, de booster pour se lancer dans une transition. Parce qu'aujourd'hui, très concrètement, les premiers tests qu'on a fait sur des exploitations polyculture élevage, on est entre 0,3 et 0,5 tonnes de carbone, équivalent CO2 par hectare et par an, réduction plus stockage. Donc ça veut dire qu'en fait, 30 ou 60 euros, on n'est pas sur des volumes énormes. Par contre, ça accompagne une transition et c'est associé, on en parlera peut-être tout à l'heure, à des démarches filières, notamment les colzas bas carbone pour les biocarburants, le blé bas carbone, l'agriculture de régénération et d'autres filières qui vont ensuite acteurs agroalimentaires, on parlait des tout à l'heure, qui ont des demandes de sourcing responsable dans lesquelles pourraient venir s'intégrer pour l'alimentation humaine et peut-être demain pour l'alimentation animale, puisqu'on voit aussi une attente très forte sur la réduction de soja déforestant, mais aussi de céréales locales utilisées dans l'alimentation animale. François, on parlait tout à l'heure de sécurisation de sourcing responsable pour ces acteurs-là agro-industriels ou d'intégration dans des démarches certifiées label bas carbone. Tout ça incite à pouvoir justement vérifier et rendre compte effectivement de réduction évitée, donc par la non-émission ou du stockage. Et donc ça suppose quelques données. Alors effectivement, le sujet du carbone, c'est un sujet quand même assez complexe. On ne va pas dire, même si ça s'appelle Maïs Carbone, notre outil, ça nécessite quand même d'utiliser pas mal de données pour calculer ce que c'est qu'un crédit carbone. Parce que si on prend la méthode label bas carbone pour une culture, il faut prendre les 3 dernières années en termes de rotation, il faut avoir des analyses de sol, il faut éventuellement avoir des données sur la météo, sur les pratiques culturelles de l'agriculteur. Donc il y a un peu de travail au niveau de l'agriculteur pour agréger toutes ces données-là. Et c'est justement l'objectif de notre outil Maïs Carbone, c'est de faire ces choses-là. Ça, c'est l'étape diagnostic pour savoir où on est aujourd'hui, combien on émet d'émissions équivalentes CO2 ou combien on stocke de carbone dans le sol. Et puis ensuite, après, il faut commencer à réfléchir avec des conseillers agricoles ou avec des sociétés spécialisées pour dire qu'est-ce que je peux changer comme pratique, parce que tout le monde, Guillaume le disait, en Bretagne, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Nous, on est à Reims, en Champagne, effectivement, on est dans une zone, on est dans une agriculture très intensive, où il y a beaucoup moins de rotation, etc. Donc là, il y a un potentiel qui est beaucoup plus important. Il faut quand même réfléchir d'un point de vue agronomique à ce qui est possible de faire pour pas du jour au lendemain complètement révolutionner les pratiques culturelles de l'agriculteur. On est en train de voir avec vous trois là qu'il y a quand même un enjeu de coordination d'acteurs pour arriver à déployer ce type de démarche. Donc là, on zoome véritablement sur le sujet du crédit carbone et du label bas carbone. Est-ce que du coup, Luc, tu peux nous repréciser c'est quoi les étapes à franchir et quels sont justement les acteurs mobilisables? Parce qu'on comprend que c'est une véritable chaîne de valeur, ce type de démarche. Oui, effectivement. Donc si on résume, il y a 3 blocs d'étapes. La première partie qui est le diagnostic. Mais pour faire un diagnostic, il faut effectivement un outil qui est certifié conforme à cette méthode. Là, c'est l'outil Maïs Carbone. Ensuite, il y a le diagnostic qui se fait avec l'agriculteur pour comprendre les pratiques historiques, les changements leviers qu'il souhaite mettre en place sur son exploitation. Et ça, j'imagine que ça se fait en articulation étroite avec le groupe coopératif et les technico-commerciaux sur le terrain. On espère. En tout cas, c'est l'objectif, c'est justement d'être là au bon niveau pour accompagner justement les adhérents sur les choix tactiques. Parce que là, on parle vraiment d'adaptation de levier, de changement de pratique. Et donc, de voir si c'est cohérent par rapport au système. Une fois que ce diagnostic est fait, vas-y. Pour rebondir sur la conférence qui est juste avant, l'aspect formation de l'ensemble de ces acteurs, c'est quelque chose de super important. Parce que les techniciens, les conseillers agricoles, les coopératives, les agriculteurs eux-mêmes, ils ont besoin de comprendre ce que c'est que le bas carbone. Souvent, oui, et puis peut-être la traduction agronomique. C'est quoi les différents leviers, comment ça fonctionne, etc. Donc il y a tout un métier. On voyait juste avant l'écosystème qui intervenait sur ce genre de choses. Il y a un besoin important de formation sur la transition agroécologique de manière générale. Ça, c'est un point super important. Ça, c'est un point important sur lequel il faut peut-être insister. On parle là de carbone, mais en fait, en sous-jacent, on parle d'agronomie. Encore une fois, il s'agit de mettre en place des leviers agronomiques qui limitent certaines émissions. Et ensuite, on va dire, il y a un enjeu administratif à rendre compte de ces émissions via des outils. Mais poursuivons, on va dire, le déploiement de cette chaîne de valeur. Donc, on a fait le diagnostic en partenariat avec des acteurs terrain.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça. Après, en fait, avoir levé le frein de l'information sur ces pratiques, avoir réalisé le diagnostic, on a un résultat qui donne finalement un nombre de crédits carbone. Un crédit carbone, c'est une tonne de carbone stocké dans les sols ou évité. Ça est converti finalement en potentiel de rémunération avec un prix du crédit carbone. Si l'agriculteur est intéressé pour poursuivre dans cette démarche, là, il y a la partie, on va dire, administrative, qui est labellisation de ce projet auprès du label bas carbone, qui est géré souvent par les porteurs de projet ou les mandataires, et ensuite le suivi de ce projet pendant les 5 ans. Alors, porteur de projet, mandataire, qui est porteur de projet? Ça peut être par exemple Eureden qui décide d'engager tous ces groupes d'agriculteurs dans une certaine filière, dans une démarche labellisée ou à labelliser label bas carbone. On revient de ça. C'est ça, exactement. Et mandataire, c'est une société comme Risol qui va aller voir des porteurs de projet, donc finalement ceux qui ont accès aux exploitations, pour les aider sur la partie diagnostic, mais aussi tout ce qui est partie soutien administratif et suivi du projet. Oui, parce qu'encore une fois, il faut en rendre compte auprès du ministère qui délivre ce label. On est bien sur une logique de certification. Et justement, qui vérifie les données générées par le biais de la plateforme Easy Carbone? C'est un bureau d'audit. Donc il y a un bureau d'audit, effectivement. Pour la labellisation, ça se fait au niveau des DREAL, et ensuite, quand il y a l'audit carbone, c'est-à-dire l'audit, ça permet de générer effectivement les crédits carbone, donc de vérifier que ce qui avait été prévu, le cap qu'on avait été fixé, a bien été suivi. Là, il y a un cabinet d'audit indépendant, il va y avoir on peut échanger avec Bureau Veritas typiquement, qui vient vérifier les données que le porteur de projet ou mandataire a collectées chaque année auprès d'exploitants agricoles pour vérifier. Grâce à l'outil. Grâce à l'outil, on peut stocker ça pour vérifier que ça a bien été mis en place. Donc tu parlais des DREAL, on est bien sur les directions régionales de l'environnement, on va dire les services déconcentrés de l'État en région et qui suivent le bon déroulé de cette démarche de labellisation. Et donc ensuite, une fois qu'on a effectivement ces crédits... Donc une fois qu'on a l'audit qui a été réalisé, là c'est au rôle du porteur de projet ou du mandataire justement d'envoyer les résultats de l'audit à la DREAL pour reconnaître effectivement ces crédits, que ceux-ci soient inscrits dans un registre. Et avant d'être inscrit dans un registre, il y a tout ce travail de valorisation et de vente des crédits auprès des entreprises financeuses. Il y a un enjeu donc là, de marketing de ces crédits. On est là sur on va dire quasiment un produit, et on peut vendre des crédits carbone de plus ou moins haute qualité en termes de messages qu'elles transmettent, d'histoires qu'elles racontent, d'engagement qu'elles incarnent. Au-delà même du montant global de volume évité, enfin, un crédit c'est 1 tonne de carbone évité, mais au-delà de ça c'est comment, et c'est là où ça peut générer aussi un peu de valeur. C'est ça, parce que l'idée c'est de rendre concret quelque chose qui est immatériel. Un crédit carbone qui pourrait être un simple bout de papier, c'est de le rendre concret en expliquant le projet de l'agriculteur. En général, les entreprises financeuses aiment bien financer des projets qui sont dans leur région, donc avec cette notion du côté local du crédit. Ça c'est très important, et leur expliquer ça. Et potentiellement permettre de créer un lien direct entre l'entreprise financeuse et l'exploitant agricole qui s'est fait financer son projet via des visites de ferme pour justement expliquer ce qui a été mis en place grâce à la contribution de l'entreprise. Et juste qu'on soit bien d'accord, à quel moment l'entreprise paye le mandataire et tous les acteurs qui sont impliqués dans cette chaîne de valeur? C'est qu'à la fin, au bout de 5 ans, où il y a une sorte de préfacturation, un acompte qui peut être délivré pour, on va dire, démarrer le projet? Alors, ce qu'impose le label bas carbone, c'est que le financement, normalement, doit se faire à la fin des 5 ans, mais finalement, il y a une flexibilité, ce qui permet aux entreprises, nous, typiquement avec Risol, il y a un paiement en 3 fois. Donc un premier tiers la première année, justement, pour amorcer le financement. Il y a un deuxième tiers en milieu de projet, suite à un premier audit, pour voir si le cap qui a été suivi est le bon ou ajusté, si besoin, le financement. Et un troisième en fin de projet. Ce qui permet d'étaler la rémunération. Ça, c'est relativement variable, parce qu'il n'y a pas le label ne dit pas exactement quand est-ce qu'on doit être payé, l'agriculteur doit être payé. Donc selon les solutions, selon les projets, il peut y avoir, on travaille également sur d'autres projets avec d'autres acteurs, où le paiement a lieu tous les ans. Parce que typiquement avec Easy Carbone, tous les ans tu peux enregistrer des pratiques réelles, parce que le crédit carbone théorique, mais il y a la réalité. Et donc tous les ans, on peut utiliser les données pour rejouer le scénario et savoir combien de crédits carbone réellement ont été créés. Et de ce fait-là, le paiement peut avoir lieu dans ce cas-là année par année. Mais il y a d'autres cas, effectivement, avec Risol, où c'est un paiement en 3 fois. En fait, ça dépend des modalités. Le label bas carbone n'impose pas de modalité de facturation, on va dire. L'enjeu, c'est qu'à la fin, effectivement, le solde soit réglé.
Après, les modalités de déploiement de ce versement et de ce paiement en fonction des 5 ans, parce que par contre, l'échéance de 5 ans, elle est fixe par le label. Et ça dépend, on va dire, des programmes, et soit du mandataire, soit de l'entreprise acheteuse. Elle est même plus que. Enfin, c'est le minimum, le 5 ans. Parce que si tu t'arrêtes, si le projet. Enfin, l'objectif, hein, c'est pas de payer un agriculteur pour changer ses pratiques pendant 5 ans, puis ensuite de revenir à une agriculture intensive. Hein. C'est de s'inscrire dans la durée. Donc, même dans le cadre du label bas carbone, si tu arrêtes ton projet au bout de 5 ans, il y a une décote sur le prix du crédit carbone. Donc, l'objectif, c'est vraiment de s'inscrire dans la durée. Est-ce qu'on peut être un petit peu plus concret maintenant qu'on a compris comment ça se déroulait? Par où on commence en fait? Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quand même certaines étapes à remplir, et puis des acteurs à mobiliser en premier lieu, c'est les agriculteurs eux-mêmes. Guillaume, comment vous allez démarrer? Parce que vous démarrez sur ce sujet-là avec... On démarre parce que déjà, le sujet est assez récent. Il date un petit peu, la problématique carbone en agriculture. Voilà, sur les primes filières, etc., ça c'est des choses que vous connaissez bien. Filières depuis un certain temps, donc on accompagne déjà les adhérents. Pareil, François parlait tout à l'heure de formation, d'information, de sensibilisation sur l'agriculture durable, régénératrice, etc. Donc, là, on a des groupes de progrès au niveau des agriculteurs. Donc, il y a déjà des agriculteurs qui sont intéressés par ce sujet, qui veulent se lancer en fait dans le changement de pratique. Donc effectivement, il faut commencer par sensibiliser les adhérents, les agriculteurs et les orienter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de valorisation potentielle. Le marché volontaire des crédits carbone avec un acheteur qui veut faire de la compensation est une de ces voies de valorisation. Et donc il va falloir expliquer. Et donc c'est vrai qu'on a démarré avec notamment MyEasy Carbone, puisque MyEasy Carbone propose un diagnostic simplifié de l'exploitation qui permet déjà de voir où on en est et quel levier potentiellement il va falloir actionner quand on veut se lancer dans un projet de vente de crédit carbone. Dit différemment, avec ce diagnostic simplifié, on peut dégrossir le sujet, demander peu de données à l'agriculteur, pour pouvoir lui montrer rapidement, identifier rapidement quels sont les principaux leviers à actionner, pour qu'il puisse se projeter directement sur... ça veut dire quoi chez moi de m'engager dans une telle démarche? C'est ça l'idée. Qu'est-ce que je vais devoir faire en fait au-delà du diagnostic simplifié? Il va falloir faire ce diagnostic, prendre du temps, rentrer des données. En grande culture, c'est relativement simple. C'est aussi pour ça qu'on a commencé par ces diagnostics. Sur un autre volet, on a travaillé les diagnostics en production laitière. On va le faire assez simple, mais un diagnostic, on va dire que c'est de l'ordre de la demi-journée en grande culture, c'est 4 à 5 jours pour une exploitation polyculture élevage en bois. Là, tu nous parles du diagnostic simplifié ou du diagnostic complet? Complet, voilà. Donc, le diagnostic simplifié, une demi-heure, 3/4 d'heure, on arrive déjà à dégrossir très rapidement. C'est ça, parce qu'il y a un enjeu en fait d'embarquer la masse. C'est pas une démarche élitiste qui concernerait on va dire, les agriculteurs les plus pointus. Je crois que c'est ça l'idée, François, avec ce diagnostic simplifié. L'outil simplifié, c'est un outil qu'on met à disposition sur la plateforme extranet de Reden. Donc, c'est-à-dire que les 18 000 adhérents, c'est ça, 18 000 adhérents de Reden ont accès à l'outil. Gratuitement. Aujourd'hui, ça va être mis en place début mars. Et donc, la logique, c'est effectivement d'ouvrir un diagnostic simplifié à l'ensemble des agriculteurs qui auront intérêt à aller sur ce type de démarche. Et ça permet à un agriculteur qui ne connaît absolument pas le sujet de faire, à partir de données qu'il connaît de tête, c'est-à-dire son assolement, de tête, c'est important. Hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas besoin d'aller chercher toutes les données qui sont nécessaires dans le domaine, dans le cadre d'un diagnostic qui cette fois-ci dure une demi-journée. Là, en une quinzaine de minutes, il peut faire lui-même, juste avec données qu'il connaît de tête, un premier diagnostic. Ça lui donne son positionnement en termes de stockage de carbone dans le sol et en termes d'émissions de CO2. Et puis ensuite, il peut surtout jouer, c'est ça la deuxième partie qui est presque la plus importante, il peut jouer sur les différents leviers, donc la réduction du travail du sol, le remplacement. Je fais bouger quelques curseurs et ça me traduit ça en tonnes équivalent CO2. Voilà, si tu mettais en place ces pratiques-là, voilà globalement comment tu pourrais t'améliorer au niveau du carbone, que ce soit au niveau du stockage ou au niveau des émissions. Ça lui calcule, alors non pas un crédit carbone parce que là l'outil n'est pas labellisé, mais ça lui donne quand même une bonne idée de la tranche de crédit carbone qu'il pourrait générer sur son exploitation agricole. On est d'accord que là, à ce stade, sur le diagnostic simplifié, on est sur des données, en tout cas des résultats donnés à titre indicatif, des ordres de grandeur, histoire de motiver, de faire se rendre compte de quoi on parle en fait.
concrètement pour les agriculteurs. C'est bien ça dont on parle. Tout à fait. Et pour revenir, il y a un an, on était ici, je me rappelle, avec Vivesia, où on avait commencé avec cet outil-là. Chez Vivesia, il y a, de mémoire, il y a 8 ou 9 000 adhérents. Il y a 2000 diagnostics carbone qui ont été faits en quelques mois par les agriculteurs. 25%, bim, d'un À coup. peu près 25%. Et effectivement, à partir de ces informations-là, Vivesia a fait une analyse de ces informations-là et lance actuellement un projet, un véritable projet carbone avec un certain nombre de ses agriculteurs. Donc c'est une étape pour démarrer, pour former les agriculteurs, les informer sur le potentiel de leur exploitation agricole. Et donc on est d'accord par contre pour s'engager dans une démarche, on va dire plus complète, qui elle pourrait être certifiée label bas carbone, là il faut utiliser un outil plus complet Il faut faire et déployer des démarches voilà, plus conséquentes. Voilà. Effectivement, C'est là on là où part on est sur dans les des choses. outils qui sont certifiés. Donc effectivement, il y a plus de données à entrer, il y a plus de temps à passer. Et au-delà du diagnostic, donc, voilà, qui va prendre un certain temps, il y a aussi le plan d'action. Et là, c'est une véritable discussion qui va se faire entre le technicien qui fait le diagnostic, éventuellement le technicien qui suit l'agriculteur, parce que ça peut être deux personnes différentes, et l'agriculteur, pour rentrer en fait dans une discussion de quels sont les leviers qui sont envisageables chez toi, à court terme, à moyen terme, à long terme, parce que ça dure 5 ans. Donc parfois, il va falloir mettre en place des changements dans la rotation, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts, il va falloir le faire progressivement. Les changements de fertilisation, ça peut aussi impacter finalement la qualité et le rendement de ces cultures. Donc voilà, on rentre en fait dans cette discussion et le plan d'action va se mettre petit à petit. Les solutions que la coopérative aussi va pouvoir apporter, puisque finalement, si on parle, je prends juste un exemple concret, très bête, mais d'engrais bas carbone, aujourd'hui ça n'existe pas. En fait, il y a des engrais qui ont voilà, des formes spécifiques qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais des engrais bas carbone, parce que produits à partir d'énergie propre, ça va arriver d'ici 4 à 5 ans. Donc en fait, on va y arriver petit à petit à trouver ces leviers et les mettre en place sur l'exploitation. Et donc l'agriculteur doit, dans ce cadre-là, partager un certain nombre de données. Est-ce que Luc, tu rencontres certains freins à ce partage de données? Est-ce que les agriculteurs, donc au-delà de faire l'effort de s'engager effectivement dans un changement de leur pratique, doivent en plus renseigner les données, en plus les partager? Est-ce qu'il n'y a pas là quelques craintes à ce que les données soient utilisées différemment? Effectivement, nous, ce qu'on a rencontré avec les agriculteurs et qu'on a pu échanger, c'est qu'il y avait deux freins, c'est-à-dire ils veulent savoir le temps administratif que ça va leur prendre, un pour la partie diagnostique, et ensuite chaque année pour le suivi du projet finalement. Et l'autre frein qui ressort souvent, c'est qu'en est-il de la confidentialité de mes données? Est-ce que mes données peuvent être revendues à d'autres acteurs, même de manière anonymisée? Et c'est là où c'est intéressant et un avantage de travailler avec MaisyFarm, qui est labellisé Data Agri, c'est-à-dire qui ne peut pas revendre les données de manière anonymisée, du moins sans l'accord de explicite de l'agriculteur. Et ça, c'est un argument important pour eux. On peut peut-être expliquer ce que c'est que Data Agri. C'est le label qui a été développé par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, et qu'on a obtenu il y a maintenant 2-3 ans, qui nous interdit effectivement d'utiliser ces données pour d'autres informations, de les partager même avec la coopérative. Si la coopérative, de manière générale, veut utiliser les données d'agriculteurs, c'est un accord entre l'agriculteur et la coopérative pour faire ce genre de choses. On est en train d'aller au-delà de ça, même puisque je vois le logo AgDataHub, on est en train de mettre en place, nous, la solution AgriTrust, qui va permettre à l'agriculteur de donner son consentement directement dans une plateforme pour faire ce genre de choses. Donc, effectivement, les données de l'agriculteur ne vont pas être revendues, ne vont pas être données à qui que ce soit. Voilà, on donne des gages à l'agriculteur de la maîtrise des informations issues de son exploitation avec des interrupteurs on-off. Je veux arrêter de donner mes données. Je décoche, on va dire, une case et hop, le flux de données est interrompu, ou à l'inverse, je souhaite, parce que j'y trouve moi un intérêt en termes de retour d'informations technico-économiques, je souhaite partager ces données, hop, je coche cette case-là pour que le flux soit réenclenché. Comment on s'assure, une fois qu'on a démarré le processus, qu'on s'est engagé sur un plan d'action, qu'effectivement les pratiques se déploient sur le terrain? Est-ce que Luc ou Guillaume? C'est là justement cette phase de suivi de projet qui dure du coup sur les 5 ans du projet, avec des points de passage minimum chaque année. On est obligé en tant que porteur de projet ou mandataire d'écrire un rapport de suivi sur le projet via la collecte des données pour voir si les leviers qui étaient décidés initialement dans le diagnostic sont bien mis en place, ou quelle est finalement l'amplitude de mise en place de ces leviers. Et c'est ça qui permet effectivement
chaque année un peu d'ajuster le cap du diagnostic carbone initial en voyant si on va faire un peu mieux ou un peu moins bien. Et c'est important qu'il y ait cette flexibilité étant donné que le monde agricole dépend de plein d'aléas. Et ça, c'est quelque chose d'important. Est-ce que le mandataire, en l'occurrence Risoil, engage réellement sa responsabilité, j'allais dire juridique, vis-à-vis de l'acheteur de crédit carbone? Tu endosses toute la responsabilité du sujet? Effectivement, nous, il y a un engagement de responsabilité parce qu'on a signé un contrat avec les acheteurs de crédit carbone pour des crédits effectivement générés. Et du coup, s'il y a un préfinancement de ces crédits dès l'année 1, ces crédits ne sont en soi pas générés. Donc il faut ensuite s'assurer que ceux-ci sont générés. Et si jamais... Un minima, j'espère bien sûr aller au-delà. Et du coup, si jamais un projet génère un peu moins de crédits qu'un autre, il y a toujours une réserve via d'autres projets pour que le nombre de crédits définis dans le contrat devant être achetés par cette entreprise soit effectivement des crédits générés. Guillaume, justement, quel engagement donne Eureden vis-à-vis indirectement de ces acheteurs de futurs crédits sur le bon déploiement de ces pratiques? Comment vous allez vous organiser concrètement pour accompagner les agriculteurs? Il y aura des conseillers dédiés ou est-ce que peut-être la question est un peu prématurée? Non, c'est pas une question piège. En fait, on a l'habitude de gérer ça par la mutualisation. Donc, on imagine pouvoir, dans les crédits carbone, faire un peu la même chose. C'est-à-dire que finalement, on va s'engager, en tout cas pour nos adhérents, à mettre en marché un certain nombre de crédits carbone. On va sûrement faire ce qu'on a toujours fait pour nos filières, c'est-à-dire de faire un petit peu plus, d'aller chercher peut-être un certain nombre d'agriculteurs. Là encore, il y a des réflexions en cours. Un pourcentage en fait de plus pour essayer justement d'atteindre ces volumes de crédit vendus et de ne pas être en dessous, parce que là on peut avoir des pénalités et puis en fait il y a la crédibilité, le volet économique, voilà, tout ça qui peut être mis en péril. Donc voilà, ça peut être une des solutions. C'est une filière en fait en part entière qu'il faut générer, une filière de crédit carbone, et ça les acteurs coopératifs ont l'habitude de gérer ça. C'est une démarche qualité appliquée à un actif immatériel, adossé à un actif matériel. Que tu veux compléter? C'est effectivement ce qui est important, c'est qu'il y a ce suivi administratif, mais ce qui est très important pour assurer la génération de ces crédits, que les sommes bien mises en place, c'est qu'il y a aussi l'accompagnement agronomique pendant les 5 ans du projet pour les agriculteurs, pour les aider à mettre en place ces leviers. On va se tourner vers la salle maintenant pour prendre quelques questions. J'imagine que vous en avez. Monsieur, je vous laisse vous présenter et poser votre question. Oui, bonjour. Je m'appelle Élie, je suis récemment diplômé du lycée d'histoire naturelle. J'avais une question sur, donc on a bien compris que la totalité de la subvention était donnée à l'agriculteur partenaire du projet au décembre. Mais je voulais savoir qu'en était-il de l'acheteur, à partir de quand il avait officiellement en possession ce crédit carbone et à partir de quand il peut s'en servir, par exemple, pour le revendre sur les marchés financiers du crédit carbone. Alors, une question intéressante que je vais reposer pour m'assurer que tout le monde l'a entendu, et avec quelques questions sémantiques qui méritent d'être clarifiées. À partir de quel moment la dite, entre guillemets, subvention est perçue par l'agriculteur? Donc là, déjà, sauf erreur, on n'est pas du tout sur une subvention, hein. On est sur bien la rémunération d'un service. Et donc ça, c'est une première chose. Je reformule la question encore. À quel partir de moment, donc l'agriculteur dans la poche, et on l'a compris, attention, c'est pas la totalité qui arrive à l'agriculteur, parce que vous l'avez compris, il y a quand même quelques intermédiaires qui se rémunèrent au passage, c'est bien normal. Et j'ai raté la fin de la question, mais vous l'avez sûrement en tête. Quand est-ce que la société acheteuse, elle a ses crédits en poche. Des crédits. Alors peut-être que c'est pour toi, Luc. Peut-être une précision. Avec le label bas carbone, les crédits carbone ne peuvent, une fois que notre entreprise a acheté ses crédits carbone, elle ne peut pas les revendre sur les marchés financiers. Ça ne peut pas être utilisé comme un outil spéculatif. C'est pas une commodité. On n'est pas sur un marché de conformité où on achetait des crédits, etc. Là, on est sur le marché de la volontaire. On n'est pas du tout sur les marchés financiers. C'est ça, c'est vraiment une contribution financière à la transition écologique. C'est pas un moyen pour l'entreprise de gagner de l'argent avec un produit financier. Ça, je trouve que c'est vraiment un avantage du label bas carbone pour ce point-là. Et concernant le moment où le crédit est effectivement généré, un crédit est effectivement généré qu'ensuite qu'il y a un audit par le tiers indépendant, donc ça peut être en milieu de projet ou en fin de projet. Ce tiers indépendant, il vérifie le diagnostic de carbone qu'on a fait et le suivi du projet, et il dit effectivement,
en fin d'année 3. Sur les 5 ans, on devait générer 100 crédits. En fin d'année 3, on en a généré 60. Du coup, l'entreprise peut communiquer sur le fait que nous avons financé à date un projet qui stocke 60 tonnes de CO2 dans les sols. Sachant qu'elle peut communiquer dès le début sur son financement quand les crédits n'ont pas encore été générés, mais il y a des recommandations sur les manières de communiquer. C'est-à-dire, en année 1, nous avons financé des projets qui devraient, dans les 5 ans, stocker tant de tonnes dans les sols, aussi bien stockage de carbone que réduction d'émissions. Et donc on revient sur ces termes, ce n'est pas une subvention, on est bien sur un marché privé et c'est bien la rémunération d'un service qui est délivré par un agriculteur et non pas une subvention. On ne dédommage pas, et voilà, oui, mais c'est un point important parce que du coup ça change un peu le point sémantique est important, je pense. Une question là-bas, monsieur, la casquette. Un adhérent de l'association France Agri Twitos, j'ai l'impression. Tout à fait, c'est bientôt l'heure de l'apéro, midi et demi je crois. Donc Dominique Jonville, BSF, je suis le responsable de l'agriculture et carbone. Et j'avais une question pour Guillaume. J'ai compris qu'il y avait des prix de filière en fait, par rapport aux marques Reden. Est-ce que les marques Reden sont intéressées pour acheter des crédits carbone, oui ou non? Et si ce n'est pas le cas, qui sont les acheteurs des crédits carbone pour Reden? Alors, j'ai essayé de répondre à la question en 2 temps. Donc, effectivement, on a des filières aujourd'hui bas carbone. Elles sont principalement orientées vers des clients externes au groupe Reden, notamment la filière des biocarburants, qui aujourd'hui passe par un certain nombre en fait, de transformateurs pour arriver chez Total, Esso, etc., qui mettent en fait ce biocarburant en mélange avec le gazole. Donc là, effectivement, nos adhérents ont une prime parce qu'ils sont dans un cahier des charges qui incite à aller sur des pratiques bas carbone. On a aussi la même chose sur des blés avec certains clients particuliers de l'agroalimentaire. Donc voilà, ça c'est le premier niveau de réponse. Le deuxième, c'est qu'effectivement, au regard de ce que j'ai dit, on a fait notre bilan carbone au niveau du groupe. Les matières premières pèsent 80% du bilan, donc effectivement, il va falloir travailler aussi sur cet aspect. C'est le deuxième sujet. C'est le sujet de la chaîne de valeur carbone à l'intérieur de Reden. Donc c'est de travailler nous-mêmes dans nos organisations de producteurs pour accompagner les adhérents sur la réduction du scope 3. Et troisième niveau, ça va être la compensation chez les marques du groupe Reden. On fait déjà ça sur certains secteurs en Europe de compenser en fait localement des émissions parce qu'on vend notamment la marque Dossi en Allemagne, donc on a une notion de compensation locale. Pour l'instant, on est plutôt sur la partie intermédiaire chez nous, c'est-à-dire d'essayer de mettre en avant les pratiques bas carbone dans nos propres filières, plutôt que de compenser, on va dire, avec ce type d'approche label bas carbone chez nos adhérents. Voilà. On y viendra peut-être, mais pour l'instant, on se concentre vraiment sur les effets pratiques sur les chaînes. Et il y a des clients externes aujourd'hui. Alors, on lance un premier projet, justement, on parlait de diagnostic simplifié, donc on va le mettre en place et on va faire aussi des diagnostics en Bretagne. On a un secteur test avec un acheteur de compensation, qui peut compenser ces émissions. Donc on va faire un premier round d'essai sur quelques milliers de tonnes de carbone, de crédit carbone sur le secteur breton sur l'année 2023. Je me permets de te corriger, je crois que le terme compensation il est devenu un petit peu has-been, je parle plutôt de contrôle Luc, on parle plutôt de contribution à l'effort climatique, qui est un terme un peu plus juste là aussi, dans la mesure où la compensation, on n'arrive jamais à compenser effectivement toutes les émissions. Et puis... François, j'ai l'impression que tu voulais rajouter quelque chose. Je voulais dire qu'effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure sur les schémas, c'est toute une chaîne, donc ça ne s'arrête pas au niveau de l'agriculteur. Donc il faut vraiment avoir des outils qui soient capables de couvrir l'ensemble de la chaîne, donc depuis l'agriculteur jusqu'au éventuellement l'acheteur de crédit carbone qui peut être un groupe agro-industriel d'ailleurs. Donc notre outil ne s'arrête pas à l'agriculteur, il est capable de couvrir l'ensemble, de donner les capacités de regrouper les différentes informations ou les crédits carbone au niveau du porteur de projet, voire même au niveau de l'acheteur de crédit carbone. Une autre question, je suis sûr. Je te laisse te présenter. Et bonjour, Philippe Gréziac, je suis consultant en numérique agricole. J'avais une question pour savoir si cette démarche liée au plan label, au label bas carbone était corrélée à
un suivi économique, l'impact économique du changement des pratiques chez les agriculteurs, et également d'autres impacts environnementaux, type biodiversité ou paysage. On a parlé également de carbone, je sais que des fois les indicateurs peuvent être liés à d'autres changements de pratiques. Je pense que si je me permets, je vous compléterai derrière. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, selon les itinéraires techniques, on pourrait avoir des itinéraires techniques, donc des pratiques culturelles qui seraient complètement carbone, et auquel cas on risquerait par exemple de réduire le rendement. Donc d'un point de vue économique, ce serait probablement pas rentable de faire ce genre de choses. Donc d'une manière générale, quand il y a un diagnostic et surtout quand il y a un changement de pratique, il y a un aspect agronomique qui doit prendre en compte l'ensemble des informations pour se dire si je compense de telle manière, qu'est-ce qui va se passer au niveau du rendement ou quels sont les autres impacts. Nous chez Maizy Farm, typiquement, on a comme objectif, on a fait Maizy Carbone, mais on ne travaille pas que sur la partie carbone, parce qu'on sait très bien que les données qu'on utilise, c'est des données qui peuvent permettre de calculer par exemple du HVE, même si du HVE, ça permet de calculer le rendement, d'autres indicateurs agro-environnementaux qui s'intégreraient dans une analyse de cycle de vie, par exemple. Donc toutes les données qui sont utilisées aujourd'hui permettent de calculer au-delà du crédit carbone, des données, des indicateurs carbone, on va dire même au-delà du label bas carbone, de permettre de calculer d'autres indices qui sont des indices par exemple de rendement, des indices économiques, c'est-à-dire voilà, quel est mon bilan économique global de l'ensemble de la chose. Donc c'est typiquement sur ce genre de choses que nous on travaille. Et puis si on parlait tout à l'heure de prime filière, si vous regardez bien la manière de calculer une prime filière sur une culture donnée, souvent s'appuie exactement sur le même type de données que les données qu'on utilise pour le label bas carbone. Donc notre objectif pour un moyen terme, c'est d'embarquer tous ces cahiers des charges, je dirais quelque part, que ce soit de la biodiversité, que ce soit du HVE, que ce soit de l'IFT, etc. D'avoir tous ces cahiers des charges directement embarqués dans la plateforme pour que l'agriculteur puisse calculer l'ensemble de ces indices, de ces indicateurs, on va dire quelque part, dans la plateforme directement. Luc, je poursuis la question. Est-ce que le crédit carbone est une monnaie d'échange qui embarque, on va dire, d'autres co-bénéfices ou est-ce qu'on est que focalisé sur le carbone, quitte à favoriser cet indicateur au détriment, pourquoi pas, d'un autre indicateur type biodiversité, parce que je ne suis pas sûr que tout aille nécessairement dans le même sens. Alors, quoi qu'il en soit, un projet bas carbone en grande culture et dans les autres secteurs prend en compte aussi ce qu'on appelle ces co-bénéfices, donc la partie biodiversité. Quand ils sont labellisés bas carbone. Quand ils sont labellisés, il y a toujours en fait un suivi, effectivement, même dans le suivi du projet chaque année, on suit la partie carbone, mais aussi la partie co-bénéfice, donc ça va être qualité de l'air, qualité de l'eau, utilisation de l'eau, utilisation des niveaux d'IFT. Donc ça, tout ça, c'est des choses qui sont prises en compte et qui, à la fin, dans le prix du crédit carbone du projet, un projet qui génère le même nombre de crédits carbone, mais avec plus de co-bénéfices pour un projet, c'est un projet qu'on pourra valoriser plus fort auprès justement des acteurs de carbone. Parce qu'effectivement, il faut avoir cette vision holistique et ne pas se concentrer uniquement sur la partie carbone, mais aussi tout ce qui est biodiversité autour. Est-ce que, Guillaume, on n'a pas un risque, c'est ce qu'on est en train de dire, en se focalisant sur le carbone, à passer à côté d'autres indicateurs, d'autres niveaux de performance? Et encore une fois, je vais insister un petit peu là-dessus, je choisis le carbone parce que c'est l'indicateur le plus connu, le plus facile, le plus parlant aussi pour beaucoup d'acteurs en aval. Mais parfois, avancer sur le chemin du bas carbone peut, sur certaines pratiques, avoir d'autres conséquences bénéfiques, on l'espère, et parfois pas forcément meilleures pour la biodiversité ou autre. D'ailleurs, biodiversité, peut-être contre-exemple, un sujet un peu délicat parce que les indicateurs de biodiversité sont plus faciles à calculer. Mais tu vois où je veux en venir. Comment vous assurez, vous, que vous avancez, on va dire, en maximisant les co-bénéfices générés? Le point de départ en fait de ces démarches, en tout cas sur le carbone, moi je le vois comme le meilleur moyen aujourd'hui de faire une vue globale de l'exploitation. Alors on parle de grande culture ici, mais nous on va aussi se concentrer sur les diagnostics en élevage. Et c'est vrai que ce soit en grande culture en élevage, c'est le moment de se poser et de faire le point sur l'exploitation. Donc en élevage, on fait le point sur la zootechnie, l'alimentation, la relation entre les cultures et l'élevage, la fertilisation. Donc en fait, on peut rebalayer tous les postes et toutes les pratiques de l'exploitation. Donc c'est le bon moment aussi de voir si le système est cohérent.
Sur les grandes cultures, ça va être la rotation, ça va être le type de couvert qu'on va mettre. Donc, là aussi, on va retrouver ces notions d'agronomie et qui vont ensuite avoir des co-bénéfices parce qu'un couvert, c'est pas uniquement pour stocker du carbone, ça va être aussi pour travailler la vie des sols, ça va peut-être aussi permettre à certaines saisons d'accueillir certaines espèces. Voilà, ça va être par exemple la notion de rotation, donc on va pouvoir intégrer finalement des cultures différentes dans les assolements, donc là aussi on va avoir des co-bénéfices peut-être sur la consommation d'eau, sur la consommation d'engrais. J'ai envie de dire, c'est toute cette réflexion, plus que les co-bénéfices recherchés, c'est vraiment la mise en place des leviers qui va permettre voilà, de changer. Et sur le volet économique, c'est ultra important parce qu'effectivement, quand on regarde la balance coût-bénéfice sur un projet, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, les tests qu'on fait, je vous ai dit tout à l'heure, entre 0,3 et 0,5 tonnes de carbone par hectare et par an. Pour les générer, il va falloir un coût de production, donc on revient sur l'agriculture, c'est-à-dire le coût de production d'un crédit carbone, il va falloir qu'on le calcule au juste euro pour être effectivement dans une balance positive, ou alors se dire que c'est un investissement pour plus tard, dans 5 ans, quand j'aurai fait évoluer mon système, et ben ok, ça m'aura coûté, mais au moins je serai plus résilient, plus performant par rapport aux changements climatiques et aux attentes des filières qui vont arriver fortement. Je propose qu'on fasse un petit tour sur le mot de la fin, mais justement, tu vas pour faire de la publicité pour un acteur local près de chez nous, là, qui s'appelle TerraSolis, je ne sais pas si vous connaissez TerraSolis, c'est une ferme d'expérimentation qui est basée à Reims. Ils sont vraiment spécialisés sur les sujets carbone, ils ont travaillé pendant 5 ans à étudier les différents itinéraires culturaux pour se dire qu'est-ce que je dois faire pour maximiser mon stockage de carbone, avec tel type de rotation, etc. Ils ont toute une étude qu'ils ont publiée sur leur site web. Vous allez sur terrasolis.fr, je crois, et vous allez retrouver beaucoup d'informations sur le sujet. C'est vraiment pour moi les experts en France sur le sujet. Et au-delà de ça, on parle de changement de pratique, mais il y a des changements de pratique même au niveau des itinéraires techniques, puisqu'on parle de relais cropping, c'est-à-dire de semer dans la culture précédente. Il y a tout un tas de techniques aujourd'hui qui sont en train d'évoluer. Il faut qu'on ne va plus travailler de la manière dont on travaille aujourd'hui dans les prochaines années. Tout ça, c'est encore en forme d'expérimentation. C'est vraiment des sujets qui font dire que l'agriculture, quoi qu'il arrive, on ne va plus continuer à travailler comme on a travaillé pendant les 20 ou 30 dernières années. Allez, un petit tour de table, on va dire, comme mot de la fin. Guillaume, quel est le point sur lequel tu veux insister et que les gens repartent avec ce message clé en tête? Peut-être que les projets carbone en grande culture, je prononçais coopération, c'est vraiment une coopération entre les différents acteurs de la chaîne de valeur, l'agriculteur, la coopérative, en tout cas le porteur de projet qui accompagne les agriculteurs, et puis les différents maillons, comme par exemple Resoil ou d'autres acteurs mandataires, et puis des gens comme Maizy Farm, Maizy Carbone, il y a d'autres sociétés qui le font, mais voilà, c'est vraiment une collaboration pour arriver jusqu'au bout, et évidemment aussi le marché. L'acteur qui va vouloir contribuer à la réduction des émissions, donc en achetant ses crédits carbone, voilà, tout le monde doit être embarqué dans cette même histoire. Luc, un point mot justement sur ces acheteurs de crédits carbone, quelles sont leurs attentes principales comme mot de la fin? Là, il faut savoir qu'en France, on a quand même la chance d'avoir un standard de contribution carbone qui est du coup le label bas carbone, qui est reconnu pour sa robustesse scientifique et sa transparence, et qui potentiellement va s'étendre au niveau européen. Et ça, c'est vraiment un argument fort pour ces acheteurs qui veulent acheter des crédits carbone qui sont vraiment de la contribution carbone. Des crédits carbone de qualité et qui en de qualité non seulement un sujet carbone, mais aussi des co-bénéfices. Poussés dans les champs français. Et François, du coup, pour conclure, quelle est la suite pour Maizy Carbone? En tout cas, comment tu vois la suite sur ce sujet? Je disais un petit peu au-delà du carbone. Le carbone, c'est vrai qu'en France, on est relativement avancé, donc nous, on est en train de se développer au niveau international sur des sujets comme ça. Par exemple, on est en train de développer une méthode soja bas carbone au Brésil, parce qu'on a une équipe qui est basée là-bas. On travaille dans d'autres pays comme les Pays-Bas, où aujourd'hui, ils sont assez avancés également sur ces sujets-là. Mais comme je répondais tout à l'heure, aujourd'hui, le carbone, c'est un sujet, mais ce n'est pas le seul sujet. Il faut prendre l'ensemble de la globalité des informations et prendre tous les indicateurs en même temps. Donc, nous, notre objectif, c'est de travailler sur l'ensemble de ces indicateurs à terme, les embarquer dans la plateforme, pour amener tous ces indicateurs à l'agriculteur pour qu'il puisse faire les choix de rotation, les choix
pratique culturelle en fonction de ces différents aspects. Il y a toutes les informations pour le faire. Offrir plus de marge de manœuvre aux agriculteurs, c'est ce que je retiens aussi de ton propos. À mon tour de faire un petit mot de la fin, j'en profite pour faire un petit instant pub. On est évidemment très engagé dans cette démarche de transition vers des agricultures bas carbone. On utilise nous un levier dans le sud-ouest qui est l'agriculture régénératrice des sols. Et on porte un grand programme qui s'appelle Sol Novo. Vous pouvez en savoir plus sur solnovo.agrisudouest.com. On va lancer très prochainement une campagne de financement participatif qui va permettre à des particuliers, des entreprises de venir contribuer à l'effort de transition vers ces pratiques agricoles vertueuses en complément des crédits carbone qui, on l'a vu, sont utiles, intéressants, nécessaires, mais probablement pas suffisants. Merci beaucoup à tous les trois et puis on se dit à très vite. Très bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez tester l'outil diagnostic carbone simplifié, vous pouvez le faire en 10 minutes. Là, s'il y a des agriculteurs dans la salle, vous pouvez faire votre bilan carbone très rapidement. Merci à tous.